Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo avec l'ami Kerr. Salut à toi Kerr. Bonjour à tous. Tu es donc notre Captain America préféré. Et donc on est là pour vous parler de, tout simplement, l'Umbrella Academy, qui est donc la série Netflix, série événement sur Netflix. On avait fait une première vidéo sur la chaîne qui était la critique des 5 premiers épisodes. On a fini la série, Kerr l'a fini, je l'ai fini, et du coup on s'est dit qu'on allait vous en parler un peu plus. Alors cette vidéo va être articulée avec plusieurs sujets. On va d'abord commencer par récapituler les faits, puis ensuite on vous fera notre critique des derniers épisodes, et on vous parlera des informations, ou en tout cas de quelques conclusions qu'on peut tirer sur la saison 2, à la fois en termes de scénario, mais aussi en termes de production du côté de Netflix. Alors, on va récapituler cette série Umbrella Academy. Alors, déjà, on rappelle que c'était en 1986. 43 enfants naissent. Fait important, je ne sais pas pourquoi, pendant un match de catch hyper important. Et donc, ces 43 enfants naissent en quelques instants. 7 sont achetés par Hargreaves, qui est un grand savant connu pour avoir créé des choses incroyables, comme par exemple le parapluie téléphone portable et des céréales pour développer l'intellect. Et donc Hargreaves va créer une espèce d'académie de super-héros. Le numéro 5, donc parce qu'il va les appeler numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le numéro 5 qui se téléporte va en fait voyager dans le temps, arriver dans notre futur. Dans notre futur, c'est l'apocalypse. Il va donc faire plein de choses dont on va parler pour revenir de nos jours et essayer d'empêcher l'apocalypse. Voilà un pitch que j'avais trouvé dans la première vidéo et que je trouve toujours absolument mortel. C'est une série qui a un potentiel incroyable. Est-ce qu'elle l'a réussi en termes de critique? Ça, on va vous le dire. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que il y a Data, Film, Parrot, Analytics. Et oui, tout le monde ne choisit pas également bien son nom, qui est donc une ferme, une société américaine qui fait une analyse en fait des audiences, parce que Netflix ne donne pas les audiences, mais en regardant le nombre de fois que les mots sont utilisés sur les réseaux sociaux, etc. Et très clairement, ils annoncent que la série Umbrella Academy serait la série la plus populaire aux États-Unis. Ils estiment qu'il y aurait 30,7 millions de personnes qui auraient regardé cette série. Donc c'est colossal, ce serait un des plus gros succès Netflix. Netflix qui du coup a l'air d'être très content d'avoir fait un succès comme ça après l'annulation des séries Marvel. Donc cette fin de saison, qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Kerr? Eh ben, j'ai trouvé que c'était une série, une première saison très réussie pour Umbrella Academy. Alors, je vous avais dans la précédente vidéo expliqué que j'avais trouvé le début un petit peu lent, et quand je parle du début, en fait, c'était le pilote, j'avais trouvé très bon, et l'épisode 2 m'avait un peu cassé les pattes parce que il m'avait beaucoup moins intéressé, le rythme était beaucoup plus lent, etc. Mais la série, en fait, ne fait ensuite que monter en puissance très clairement à partir de l'épisode 3 jusqu'au final. Donc là, à ce niveau-là, très satisfait. L'intrigue, je vais te rejoindre sur beaucoup de points que tu vas développer après parce qu'on en a parlé en off. Avec du recul, l'intrigue, c'est vrai, manque de certaines surprises. Pour être franc, alors on vous le dit, hein, c'est une vidéo 100% spoil. Il y a un seul élément qui m'a vraiment étonné, c'est Allison qui se fait égorger. Ça, c'est très clairement le seul truc qui m'a étonné. Après, tout le reste, c'était très prévisible. Ellen Page qui a des pouvoirs, on le comprend très tôt, bien avant même qu'il soit révélé. Donc voilà. Mais il y a quand même des petits éléments, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais il y a des petits éléments qui intriguent beaucoup, bien sûr, sur la saison 2. Mais j'ai envie de dire, si la série nous propose finalement assez peu de surprises, c'est pas si grave que ça parce que ce qu'elle nous raconte est vraiment intéressant. Les personnages sont plutôt bien travaillés
et la série nous apporte sur un plateau des éléments que l'on attendait. Et moi, par exemple, je sais pas vous, hein, vous pourrez nous le dire dans les commentaires, mais le fait que Ben soit mort a été une vraie frustration parce que je trouvais que son pouvoir était ouf. Se transformer en pieuvre poulpe, tuer tout le monde en crevette géante, crabe phacochère, j'ai trouvé ça très cool. Et on le voyait pas puisqu'il était mort. Et l'utilisation de Klaus et l'évolution de son pouvoir fait que déjà Klaus devient beaucoup plus intéressant qu'il ne l'était dans la série. Alors peut-être vous l'avez trouvé très intéressant. Dans la précédente vidéo, je disais que en fait Klaus me faisait énormément penser au personnage de Nathan dans Misfits parce qu'il est incarné par le même acteur et surtout parce qu'il le joue quasiment de la même manière. Un espèce de junkie un peu fou, incontrôlable, etc. Nathan dans Misfits c'était ça et Klaus dans Umbrella Academy c'est ça aussi. Mais l'évolution du personnage est très intéressant. À côté de ça, j'ai trouvé que les autres personnages s'en sortaient tous très bien. Diego est un personnage intéressant. Ce qu'il décide de faire à Chacha est réussi. Allison aussi est intéressante. Il y a le paradoxe du fait qu'elle se fasse égorger alors que son pouvoir repose sur sa voix. Luther est un personnage que j'apprécie énormément. Et l'acteur que je trouvais un petit peu relou dans Black Sails, cette fois m'a vraiment convaincu. Numéro 5 aussi. Enfin voilà, le casting est très bien. Tout l'arc sur Peabody est aussi réussi. Moi j'ai vraiment trouvé ça. J'ai vraiment trouvé que la série était bonne. Ceci étant dit, j'ai un bémol, mais là, ça n'est pas lié aux volontés des créateurs, au travail des acteurs, à ce que nous raconte Umbrella Academy. C'est lié au format, on en parlera probablement plus tard, mais pour moi, c'est le gros bémol d'Umbrella Academy. Je commence à être usé du format Netflix de on te balance toute la saison d'un coup, parce que vous avez été nombreux à nous faire la remarque de c'est dommage d'avoir fait la critique des 5 premiers épisodes. Vos arguments étaient tous bons. Ceci étant dit, nous, on avait été clairs, c'était la critique des 5 premiers épisodes. Une série, normalement, c'est décomposé en épisodes et on peut prendre chaque épisode pour ce qu'il est. Donc certains sont dans le cadre de feuilleton. Au niveau de l'intrigue, c'est vrai que ça n'a pas de sens d'en extraire certains plus que d'autres, par exemple. Mais en termes de mise en scène, en termes de rythme, en termes de photos, en termes d'interprétation, etc., on peut tout à fait critiquer un épisode ou on peut critiquer un groupe d'épisodes. Et on n'est pas obligé d'avoir vu la saison en entier pour donner notre avis. Sauf que la manière dont développe Netflix ces séries, bah, ça casse un petit peu ça. Et donc, nous, quand on fait la critique des 5 premiers épisodes, vous nous dites, bah, c'est dommage, il fallait faire toute la saison. Alors, oui, d'accord, mais on avait très envie de vous en parler, c'est pour ça qu'on avait fait la première vidéo. Mais vous n'aviez pas tort aussi, puisqu'en fait, Netflix travaille vraiment la série sur la saison, parce qu'elle part du principe que tout le monde va regarder l'ensemble de la saison à la suite et se faire son idée une fois terminée. C'est vrai, mais ça a aussi un autre problème, c'est que je trouve qu'enchaîner tous les épisodes sans avoir le recul, sans avoir l'analyse, le manque aussi, parce que c'est dans les périodes de manque entre, vous savez, quand vous avez vu un épisode, vous attendez une semaine pour voir le deuxième, que vous vous dites, ah, ce personnage-là, en fait, c'était chouette. Puis au bout d'une semaine, vous vous dites, en fait, ce que j'ai retenu de cet épisode précédent, c'est cette scène, en fait, a été très cool, etc. Tout ça, tous ces petits plaisirs que nous offrent les épisodes d'une semaine, on ne les a plus. Ce qui fait que, pourquoi j'en parle maintenant, c'est que sur Umbrella Academy, en fait, il y a énormément de moments très réussis que j'ai oublié. Que j'ai oublié pourquoi? Ben parce que j'ai enchaîné la série et ils se sont noyés parmi d'autres moments. J'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que j'avais vu, j'ai pas eu le temps de prendre ce recul nécessaire. Et ça, j'avoue que ça m'agace un petit peu. Et c'est le même problème avec les séries Marvel Netflix. En fait, c'est le format. Ça m'épuise un petit peu. On en parlera plus largement une autre fois, mais voilà, c'est le petit bémol sur Umbrella Academy. Ceci étant dit, j'attends énormément la suite. Et toi, qu'en as-tu pensé? Alors, moi, je suis... bon, je vais faire rapide. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis... Enfin, en gros, je suis pas d'accord avec le fait qu'on ne peut pas critiquer une série si on n'a pas vu l'intégralité. Les séries sont écrites et pensées d'abord sur la base d'un pilote. Même les séries Netflix sont aussi en interne jugées sur le premier épisode. On essaye d'aller plus loin en faisant plusieurs épisodes. Bref, passons. Alors, moi, mon avis sur cette saison, et donc sur cette fin de saison, il est au final assez proche de ce que j'avais dit sur les 5 premiers. C'est une série qui a un pitch, j'en parlais en début de vidéo, qui est incroyable. On a
des pouvoirs, on a des personnages qui ont des possibilités qui permettent d'avoir une narration infinie. On a des gens qui se téléportent, on a des voyages dans le temps, on a on a une narration qui est non linéaire, on fait des flashbacks, puis on fait pas des flashbacks. On a Klaus qui d'un seul coup trouve l'amour au Vietnam. On a vraiment un champ de possibles qui est incroyable. Et de ça, eh ben, on a aussi, et c'est à mettre du côté du crédit de la série, on a une photo qui est très réussie. Enfin là, on voit les images. La série est plutôt très belle. Alors que pourtant, une grosse partie de la saison ne se passe que dans le manoir Hardgreave. Donc c'est pas non plus une série qui voyage toutes les 2 secondes. Mais c'est joli, donc je m'en plains pas. On a des effets spéciaux qui sont parfois moyens, mais toujours bien. Donc on a vraiment une série qui est très réussie sur ces nombres-là. Alors, Space Boy numéro 1, qu'il ait du coup une fourrure un peu bidon, ça c'est pas grave, c'est peut-être que c'est plus compliqué de jouer le gorille en latex, mais tout ça, j'ai envie de dire, mais tout ça pour ça, je suis déçu. Et en fait, on est déçu quand on attend beaucoup. Et là, j'attendais énormément de Umbrella Academy. Pour moi, c'était une série qui pouvait être le renouveau vraiment de séries super-héroïques. Le créateur, quand j'entendais des interviews pour préparer les vidéos, il dit des choses qui sont super intéressantes. Il s'en fout de refaire la genèse des héros. Il veut montrer qu'en fait, on est tous héros ou individus, qu'on est tous fêlés, cassés, et que des enfants à qui on impose des choses comme ça seront forcément des adultes complètement névrosés et complètement fracturés. Et ça, c'est super réussi. Et je trouve que il le montre extrêmement bien. Sauf que du coup, on a des personnages qui sont censés être tellement fracturés que c'est la raison d'une inaction dans cette série. Rien, il y a plein de trucs qui n'avancent pas. Il y a plein de trucs. Alors, j'en ai parlé souvent cette semaine avec Kerr, ça le rend dingue. Mais en gros, le Hardgreave est connu pour avoir inventé des téléphones portables parapluies. On passe des épisodes entiers à voir des personnages qui disent « Ah, mais en fait, il faut aller voir machin parce que je pense qu'en fait, c'est mon autre frère qui a été kidnappé. » Ils arrivent « Ah non, en fait, c'était pas le frère que je pensais, c'est un autre. » Ensuite, ils se recassent. Alors qu'en fait, on a l'impression qu'on aurait réduit de 3 épisodes si juste ils avaient trouvé le téléphone portable qui est au fond de leur poche. Le truc, c'est qu'on a une série qui a des facilités de scénario et qui a un problème de fond qui est ce côté genre non mais ils sont tellement fêlés que du coup il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens. Klaus, il y a plein de moments en fait on sait pas pourquoi il parle pas à ses frères. Alors il est complètement cassé dans sa tête, il est drogué, tout ce que vous voulez, ok, mais en fait il en reparle pas maintenant, mais il parle l'épisode d'après, il en dit plus que ce qui était prévu. On sait pas pourquoi est-ce qu'il se déclenche. Il y a une impression de confusion dans le scénario. J'en avais parlé dans le premier épisode. Dans la première vidéo sur les premiers épisodes, il y a 13 scénaristes crédités. Il y a 13 scénaristes crédités. Quand il y a 13 scénaristes crédités et qu'au compteur, on a un nombre d'épisodes qui est de 10, ça veut dire qu'en fait, il y a eu plus qu'un scénariste par épisode. Donc forcément que les pouvoirs des héros sont pas cohérents en termes de puissance d'un épisode à l'autre. Space Boy, il est censé être méga musculeux. Au final, quasiment un épisode sur 2, il se fait défoncer par quelqu'un qui n'est pas censé avoir des super-héros incroyables. Y a un manque de cohérence constant. Et puis surtout, ces incohérences, quoi. Alors, je vais en citer quelques-unes. Le truc, c'est que la mort d'Hardgreave, donc grande idée du scénario, en fait, le père est tellement dans sa mission qu'il se tue parce que c'est le seul moyen d'avoir tous les enfants. Mais quelle idée de merde! Enfin, concrètement, en fait, il est capable de faire des robots androïdes qui ont l'air d'être humains. Il n'était pas foutu de faire un robot androïde qui lui ressemblait, qui fait semblant d'être mort. Il rassemble tous ses enfants et là, il crée un stratagème pour que il commence à regarder. Parce que combien de temps, soyons honnêtes, combien de temps les enfants font une enquête de sa mort?
Mais rien du tout. Si on cumule tous les moments où ils font une enquête, c'est rien du tout dans la saison. Donc c'est pour 5 secondes, c'est pour 5 minutes, c'est pour 10 minutes d'attention qu'il s'est suicidé. Mais c'est absurde. Enfin, c'est littéralement absurde. Il s'est donné la mort pour que ses enfants fassent une réunion ensemble. Mais il pouvait inventer un prétexte. On montre que c'est un génie, il a un prix Nobel. Le mec est capable de rendre intelligent des chimpanzés, mais il n'est pas foutu de trouver un prétexte pour que ces 7 enfants se retrouvent dans la même pièce. Ça, j'ai trouvé ça chelou, mais puissance 250 000. Le truc, c'est qu'on a une série, elle a un potentiel. On a 5. L'acteur qui joue numéro 5, c'est un acteur enfant que je trouve d'un talent incroyable. On a tout cet arc-là sur la police temporelle, au final, qui est, ma foi, relativement mal utilisé, parce qu'à la fin, ils auront juste servi à perturber l'histoire, ils auront jamais fait avancer l'histoire. Donc si on retire la police temporelle, en fait, il se passe quasiment rien. Il y a juste que quand ils sont dans la salle de concert, il n'y a pas les sbires qui sortent de n'importe où, qui sont là pour taper, pour tirer à la balle, mais ils servent à rien en fait quand Vania se réveille, en fait elle balance tout le monde. Donc en fait ils servent à rien. L'intégralité de l'arc sur la police temporelle, là au moment où on en est dans l'histoire, ne sert à rien du tout. Et c'est incroyable parce que c'est super stylé comme idée. Mais visiblement, l'histoire des polices temporelles n'est pas fait pour être bien utilisée en série. La dernière fois, c'était dans Legend of Tomorrow. Là, maintenant, c'est dans Umbrella Academy. Enfin, c'est une série qui a du potentiel, qui nous fait rêver. On a un épisode, on se dit « Ah putain, ça va prendre ». Et au final, ça retombe. Cette fin, on a une saison entière pour empêcher l'apocalypse. La fin de la saison, c'est l'apocalypse. Et du coup, twist, ils vont essayer d'arrêter l'apocalypse. Donc, est-ce que ce qui s'est passé en cette saison, en fait, était important ? Donc, il y a vraiment un problème de scénario de fond. On a des personnages qui fonctionnent super bien. On a une évolution de personnages dans le cas de Klaus qui est intéressante, à la fois mentalement et à la fois en termes de pouvoir. On a aussi même des personnages plus simples comme Space Boy et un personnage qui montre sa fêlure de cette histoire de voyage sur la Lune, de quand il se rend compte que ce voyage sur la Lune ne sert à rien. Il y a vraiment un problème de fond dans cette espèce de volonté de faire avancer de ne pas faire avancer le scénario. Je trouve ça bizarre. Alors, je vais pas continuer parce que ça va me pousser à tourner en rond. Mais le truc, c'est que, et même, on en parlera juste après, les changements par rapport aux comics, je les trouve assez discutables. Donc, il y a vraiment un potentiel incroyable. Et donc, je regarderai jour 1 la saison 2 parce que cette série, je veux y croire. Mais elle est... elle a un problème de fond de scénario. Elle a énormément de qualité. J'ai envie de l'aimer, mais elle a un problème de fond de scénario, concrètement, trop régulièrement. Voilà. Et je trouve que cette série prend le spectateur pour un débile. Ça me pose un problème. Qu'en dis-tu, mon cher K ? Ouais, enfin, non, c'est ton avis. Des facilités scénaristiques, oui, il y en a, c'est sûr. Et sur la saison 2, quels sont les éléments, toi, qui t'intriguent le plus ? On en a déjà parlé en off, du coup, je vais entamer là-dessus. La scène avec le père qui arrive enfin, qui a l'air d'arriver sur Terre. On ne sait pas où le savant est. C'est une scène qui est extrêmement intrigante, qui est probablement la plus intrigante de la fin de saison. Bon, bien évidemment, il y a d'autres ouvertures, hein, où sont partis tous les héros, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de la saison 2 et de ses possibles ouvertures ? Alors, déjà, parce que je pensais pas que tu allais enchaîner sur la saison 2 comme ça, déjà, cette scène avec le père, moi, je la trouve à la fois hyper intrigante, hyper intéressante, hyper séduisante, comme tout le reste de la série. Mais au final, tout ce qu'on a appris, c'est qu'il a acheté... il vient donc d'une autre galaxie, enfin d'une autre dimension, sans doute. Et il a acheté une société de parapluies, et c'est pour ça que ça s'appelle Parapluie Academy.
j'ai envie de dire, on aurait pu voir plus Pumped Up, quoi, comme révélation autour du père. Surtout que quand l'épisode commence, ça s'installe un petit peu comme si on allait avoir des révélations comme ça sur Hardgrave régulières, et c'est pas le cas. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu déstabilisant. Donc c'est intriguant, mais encore une fois, c'est des petites choses qui sont parsemées comme ça pour nous donner envie de continuer sur la saison 2. Ils ont réussi, j'ai hyper envie de regarder sur la saison 2. L'autre point, parce que je pensais que tu allais parler de ça, l'autre point par contre où là j'ai aucune critique à faire parce que je trouve que c'est extrêmement réussi, c'est Chacha et Hazel. En termes de scénario, il n'y a pas de trou. Enfin, pas que j'en ai trouvé. Il n'y a pas de trou. Les personnages évoluent. Les personnages évoluent de manière constante, logique. La relation entre Chacha et Hazel au début, puis le conflit entre les deux. Et enfin, c'est hyper étonnant que ce soit l'histoire secondaire qui est vraiment une super base de construction. Et la relation de Hazel avec la fille des Donuts, moi je la trouve hyper réussie. Elle est hyper marrante. Et elle devient assez centrale, bon, de quelque chose qui n'a plus d'intérêt à la fin, on le voit bien. Moi, j'espère, et bon, ça a l'air d'être le cas, j'espère que Chacha et Hazel seront encore là dans les prochaines saisons. C'est vraiment... ça, pour le coup, c'est un truc que je trouve très, très réussi dans Umbrella Academy. Et enfin voilà, j'aurais aucun problème à voir un épisode entier que sur eux, où on leur voit le passé. Et voilà. Sur la saison 2. Alors, sur la saison 2, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'en gros, les comics, parce que c'est issu de comics, il y a 3 séries de comics, qui sont donc 3 séries limitées, et il y a eu 2 one-shots. Alors, le scénariste, c'était J.J.R. Ouais, et le dessinateur c'est Gabriel Bá, c'est tiré chez Dark Horse Comics. Et en fait, le truc c'est qu'entre 2009, là la série elle va en poupe, et il y a d'un seul coup un trou total. Et la 3e série de tomes, une série limitée, n'a été diffusée qu'en 2018. Et la date de 2018 n'est pas anodine, c'est parce qu'il faut se rappeler que Universal, en 2015, alors Universal avait déjà acheté les droits pour en faire un film, ils n'ont pas fait de film, et en 2015, Universal décide de le faire passer à Universal Studios Télé pour tout simplement en produire une série qui sera vendue à Netflix. Bref, c'est celle qu'on a vue. Donc en gros, le scénariste a clairement dit que il ne voulait plus faire de comics, et c'est ça qui a créé un trou total. Là, on a vu une version différente des comics, donc dans cette série. Et ce qu'on peut en retenir, en tout cas sur la partie comics, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de savoir, c'est que très concrètement, là, une fois la saison 2 passée, milieu saison 3, si la série continue d'être le carton qu'elle est, milieu saison 3, il y a de fortes chances que la série soit complètement roue libre, qu'il n'y ait plus de scénario de comics à avoir, parce que elle va beaucoup plus vite, parce que ça va être, à mon avis, à raison de une par an, une par 2 ans, grand maximum. Et donc, très concrètement, on risque d'avancer beaucoup plus vite que les comics. Donc, les comics ne peuvent pas nous donner énormément de tuyaux. Maintenant, ce que je peux dire sur la saison 2, c'est que je suis persuadé que ce retour temporel qu'on voit à la fin va nous faire retrouver Hardgreaves. En mon avis, la saison 1 était très construite autour de réconcilier cette famille, et comment Hardgreaves pense que c'est en réconciliant la famille qu'ils pourront sauver l'apocalypse. Et donc, j'espère que la saison 2, ce sera vraiment l'arrêt de cet apocalypse, et donc de les voir soudés et petit à petit démêler ce nœud scénaristique, et surtout ensemble peut-être vaincre cette police temporelle qui les empêche, ou qui en tout cas est un contre. Voilà, ça c'est en tout cas ma base de théorie sur la saison 2. Après, on peut avoir quelques éléments, on peut se dire que quand on regarde un petit peu des différences entre comics et séries, Space Boy, c'est pas un boys band, Space Boy, eh bien en fait, donc, de ce que j'ai pu voir, en fait, il n'est pas abîmé par une enquête où l'envoie son père, mais par une mission où il tente d'aller sur Mars.
Donc ça pourrait être un élément qui arrive. Le numéro 2, on n'en parle pas, Diego, mais son surnom c'est Kraken et son pouvoir c'est de pouvoir respirer, de pouvoir retenir sa respiration très, très longtemps. Donc on suppose que ce seraient des pouvoirs qui seraient proches de l'eau, là où en fait on a vu que son utilisation des couteaux, qui est censé être un pouvoir, si j'ai bien compris, qui est subalterne dans les comics. Donc là aussi, on pourrait avoir Diego qui a une évolution majeure. Allison, moi je trouve que Allison, j'espère qu'elle ne retrouvera pas ses pouvoirs. Et pourquoi ? Parce que en fait, on a une Allison qui dans la série est très égocentrique, qui est dérangée quand Vanya devient son égale. Elle a aussi des pouvoirs et en plus, non seulement elle devient son égale, mais elle devient beaucoup plus forte que elle. Et donc très concrètement, j'espère qu'elle n'a pas ses pouvoirs. Ça rendra le personnage plus intéressant. Et peut-être que de ne pas pouvoir imposer ce qu'elle pense aux autres l'obligera du coup de écouter les autres. On n'a qu'à voir sa relation avec Space Boy. En gros, elle se marie, elle a un enfant, elle vit sa vie, elle ne met plus le fameux collier de quand ils étaient enfants. Elle lui dit ah, jamais de la vie je le retirerai. Mais par contre, quand lui il va voir une autre femme, alors là c'est le drame. Donc à mon avis, ça va peut-être la recaler. Donc j'espère qu'elle n'aura pas son pouvoir. En plus, son pouvoir est le contre parfait de Vanya. Parce que si elle a le temps de lui donner un ordre, elle pourrait arrêter Vanya d'un coup. Voilà. Klaus, dans les comics, a des pouvoirs de télékinésie. Et c'est accessoirement, pour le petit clin d'œil, ses pouvoirs sont amplifiés quand il marche pieds nus. Et c'est pendant qu'on voit Vanya à l'antenne. Et donc Klaus, en fait, c'est quand il est pieds nus que ses pouvoirs sont décuplés. Et donc c'est pour ça que dans la série, alors on a l'impression que c'est un espèce de hippie qui se balade tout le temps pieds nus. En fait, voilà, les comics expliquent que c'est parce que comme ça, il ressent plus ses pouvoirs. Et qu'est-ce que j'avais noté encore ? Ça m'a l'air d'être à peu près tout. Vanya est un peu différente dans les comics également. C'est vraiment une super méchante assumée, une arme, mais qui a été transformée par quelqu'un. Là, c'est pas le cas. Moi, je mise quand même sur le fait que Vanya reste la super méchante, parce que ça rend l'histoire plus intéressante, je trouve, que juste de les voir tous soudés. Ou alors, il faudrait qu'il y ait une menace intergalactique qui demande à ce qu'ils soient tous ensemble, parce que Vanya est tellement surpuissante que là, c'est vraiment... c'est un ressort scénaristique qui, je pense, dans la série ne peut pas se passer pour l'instant. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu penses de la saison 2 ? Sur les pouvoirs, moi je connais pas les comics, donc du coup je vois pas comment ils peuvent évoluer ces pouvoirs-là, j'aurais la surprise. Il y a un truc que j'aimerais bien voir, c'est davantage Ben. Je trouve que le personnage est très intéressant. Il a été vraiment sous-exploité, mais on comprend pourquoi dans la construction de la fin de la saison. Puis non, mais j'ai envie d'être surpris par la suite de Umbrella. Après, moi j'attends vraiment la saison 2 et les créateurs ont parlé le créateur a parlé de dans sa tête, il conçoit la saison en 5 parties. Donc la série en 5 parties, donc possiblement en 5 saisons si Netflix va au bout. Comme tu l'as dit, la série est un gros succès pour l'instant, donc au moins la saison 2, voilà, on n'a pas de doute là-dessus. Peut-être une saison 3 aussi. On verra si la hype reste là et si Netflix va au bout du voyage. On a l'habitude maintenant, Netflix n'est pas... fait pas de sentiments et arrête brutalement certaines séries si ça lui convient pas. Donc on verra si on va au bout de Umbrella Academy. En tout cas, la première saison, moi je trouve est de plutôt bonne facture quand même. Est-ce qu'on conclut là-dessus, mon cher Hugby ? On conclut là-dessus et je te laisse du coup les mots de la fin. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide la chaîne. À partager, notamment retweeter si vous voyez le tweet passer sur les internets. Merci à tous. Ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous pour regarder cette vidéo. On vous fait des bisous. Ciao.